Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Bienvenue dans l'interview de Colo, le podcast qui plonge dans nos intériorités. Et cette semaine, on va regarder toutes les fois où on a fini par finalement boire l'eau de cette fontaine et que ça nous a fait un bien de fou et qu'en fait, on se rend compte qu'on l'avait pas fait juste par snobisme ou par dévalorisation de soi. Bref, écoutez-moi ça, dites-moi si vous vous y retrouvez. Bonne écoute. Bienvenue dans la Colosphère. Je suis Colo, artiste entrepreneur aux multiples facettes. Chaque vendredi, dans l'interview de Colo, je vous propose une plongée thématique avec ou sans invité, dans nos vies intérieures, dans notre puissance et notre vulnérabilité, dans toutes les nuances qui font de nous des êtres humains. Si vous avez apprécié ce rendez-vous, partagez-le à vos proches, écrivez-moi en commentaire et pour soutenir le podcast, mettez une super note pleine d'étoiles. Et bonjour à tous, chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans ce nouvel épisode. Comme toujours, je suis face aux trois dents, ces trois montagnes que je trouve magnifiques. Et aujourd'hui, c'est une belle journée ensoleillée, venteuse. Et je suis ravie de vous retrouver pour parler d'une citation, en fait, qu'on peut souvent avoir en tête, même si on ne se la formule pas comme ça pour nous-mêmes. Mais en tout cas, moi, j'ai constaté beaucoup de choses autour de cette citation dans ma propre expérience de vie. Et j'avais envie de vous le partager pour voir si ça résonne chez vous. Donc, j'ai hâte, en fait, d'entendre un peu, vous, en quoi ça fait écho à vos expériences. C'est la phrase Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau. Alors, je ne sais pas exactement d'où vient cette citation, je n'ai pas fait de recherche. Mais par contre, moi, ce que j'observe dans ma vie, dans mon expérience de vie, c'est que ça s'est matérialisé sous deux formes. Quand je me suis connectée en tout cas à l'esprit de ce que ça veut dire, c'est vraiment non, ça, ce truc-là, non. Ce truc-là, non, no way. Ce truc-là, non. Comme avec une forme de certitude que finalement, cette chose-là, ou ce projet, ou cette façon de faire, ou je sais pas, cet endroit, cette situation, cette proposition, non, no way, c'est pas pour nous. J'ai observé donc que ça se matérialise, moi, ça s'est matérialisé dans mon existence sous deux formes. La première, ça va être la forme vraiment de mise à distance avec une approche vraiment de jugement comme « Ah non, ça, c'est no way, ça, c'est mal, ça, c'est nul, ça n'a aucun sens, ça, c'est berk, quoi ». Avec un peu un jugement presque un peu méprisant de eux ils font mal et moi je fais bien, quoi. Donc ça rejoint vraiment l'épisode dont on a parlé, l'épisode de la semaine dernière, quoi, sur cette histoire de camp des gentils et des méchants. Et la deuxième forme sous laquelle ça s'est exprimé dans ma vie, c'est plutôt une forme du type non. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau parce que en gros, je n'y arriverai pas. Je n'y arriverai pas, c'est pas pour moi. Donc c'est comme s'il y avait une envie vers cette chose-là, mais qu'on estime à un moment donné que cette chose-là n'est pas pour soi pour plein de raisons. Donc pour que ce soit un peu plus éclairant, ce que je voulais partager, je vais vous partager des exemples pour chaque forme de déclinaison finalement de cette situation dans ma vie. Encore une fois, c'est pour que vous puissiez vous projeter et voir si ça vous parle et de faire un peu le petit scan de vous dans votre expérience de vie. Est-ce que ça a pu exister? Donc la première forme, la forme de mise à distance, de jugement en fait, je pourrais dire de jugement. Fontaine, je ne boirai pas de ton eau
parce que non, c'est tout pourri, c'est nul, ils sont cons, etc. Moi, dans ma vie, ça s'est matérialisé. Alors là, j'ai trouvé 3 exemples, ouais, j'ai pris des petites notes. J'ai 3 exemples, mais il y en a plein, 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 hein. Mais là, je trouve que c'est 3 exemples assez différents et assez parlants, en tout cas pour moi. Le premier, c'est vraiment, je pense, quand j'étais, je sais pas, quand j'avais peut-être la vingtaine, un peu plus, parce qu'avant ça m'intéressait pas trop, mais je pense entre, ça devait être technique, ouais c'est ça, plutôt vers 25 ans. Vers 25 ans, j'avais vraiment un espèce de truc ultra jugeant, mais vraiment ultra jugeant en mode non mais en fait ces gens là mais laisse tomber quoi, mais c'est insupportable, ils sont vraiment trop cons. C'était un jugement de tout le milieu de la culture. Donc c'est-à-dire les personnes qui travaillent dans la culture, dans le spectacle. Moi, j'aimais les appeler les théâtreux, quoi. Le summum de tout ça, pour moi, c'était vraiment le théâtre, quoi. Tu vois, genre, les théâtreux, le théâtre. Et j'avais vraiment un truc hyper violent, hyper sectaire, alors que je formulais... je pense que je le formulais aisément quand j'étais dans des groupes qui pensaient la même chose, mais sinon, je le gardais pour moi, puisqu'en fait... très bizarrement, c'est que je traînais aussi avec des gens de, de ce milieu. Et donc j'avais toujours un avis sur la question, de les trouver trop cons, mais je leur disais surtout pas. Et, euh, et voilà, sur le coup, je pense que je n'avais même pas forcément conscience qu'il y avait un truc hyper fort qui se jouait dans ma vie par rapport à ce que ces gens faisaient là professionnellement. Je n'avais vraiment pas conscience. C'était vraiment plus un truc de, comme on peut avoir en mode, j'aime pas les 4x4, ils polluent. Enfin, c'était vraiment un truc de mise à distance, comme si j'avais aucun lien avec ces gens et qu'ils étaient trop cons, quoi. C'était vraiment un truc un peu animal, basique. Et, euh, et il se trouve que c'est assez drôle puisque maintenant, aujourd'hui, donc on peut dire 15 ans après, ouais. 15 ans après, je travaille pour un festival de théâtre. Et toute mon activité professionnelle, même en dehors de ça, est dans le spectacle, dans la culture. Donc moi, ce que je trouve assez fou là-dedans, et ce que j'observe, c'est qu'en fait, j'étais vraiment, je pense, dans une envie non assumée, une sorte de regard méprisant de gens qui faisaient des masturbations cérébrales. Alors qu'en fait, je pense que mon âme était complètement attirée par ça, quoi. Et c'est ça qui m'a mené à un tel rejet, en fait. C'était un rejet de ne pas assumer que moi-même, j'avais envie de faire ça. Et donc, je l'ai rejeté, je l'ai jugé, parce que c'était une forme de jalousie, d'envie. Ils me renvoyaient trop, je pense, la liberté qu'ils avaient eue de choisir cette voie-là. Donc moi, ça s'est fait en étapes, hein. Ouais, je pense que c'est à peu près 5-6 ans après mes 25 ans que j'ai changé de secteur, que je suis allée dans le spectacle. J'ai d'abord travaillé dans la musique et après je me suis retrouvée dans le théâtre. Donc c'est vraiment très très drôle. Et ce qui est fou, c'est que je travaille pour un festival de théâtre, mais moi-même j'ai créé mes propres spectacles que je joue sur scène. Donc je trouve que c'est assez marquant. En tout cas, c'est pour ça que j'ai choisi cet exemple. Et ça partait vraiment de cet endroit de Fontaine. Je ne toucherai même pas un poil de ton eau, quoi, parce elle est tellement agerbée, elle est tellement toute pourrie. Limite, elle va me donner des, elle va me donner des boutons. Ça va me, hein. Alors que, alors que voilà, en fait, au final, ce qui se trouve au fond et ce que je vis aujourd'hui, 15 ans après, c'est que c'est un baume pour moi. J'ai vraiment trouvé l'endroit où j'avais envie d'être, en tout cas professionnellement. J'explore encore, mais je veux dire, en tout cas, grosso modo, la corporation de métier, je suis au bon endroit. Voilà le premier exemple. Le deuxième exemple, qui je pense est peut-être plus classique et peut-être que vous vous y retrouverez, euh, c'est vraiment là, c'est pareil. Je pense qu'entre 20 et 25 ans, c'était une période où alors j'étais pas virulente, mais j'étais vraiment hyper claire sur le fait que je ne voulais pas d'enfant.
et que je n'aurais pas d'enfants, et que les enfants, c'était vraiment pas fait pour moi, et que c'était au-delà d'un truc organique, quoi. C'était un peu un cheminement, c'était clair, quoi. J'avais vraiment cheminé dans ma tête. Enfin, je sais pas, je m'étais peut-être auto-argumenté des choses, mais c'était hyper clair que je n'aurais pas d'enfant. Et, euh, et voilà, il se trouve que quelques années, je pense une dizaine d'années après, ouais, ça c'était vraiment à 20 ans, entre 20 et 25 ans, et une dizaine d'années après, j'ai vraiment été happée par quelque chose de viscéral, de très fort, qui m'a complètement dépassée, qui a pris énormément de place dans ma vie et qui du coup, pour le coup, après, en plus, j'ai eu des difficultés à avoir un enfant. Donc c'était vraiment pareil, pour moi, c'est vraiment un truc hyper drôle avec le recul qui est de... Tu sais, c'est vraiment la nana qui passe des extrêmes du tout au tout, quoi. No way à j'en veux un et je deviens complètement tarée parce que j'en veux un et je suis omnibulée que par ça, quoi. Donc c'est fou ce qui a pu se passer en tout cas dans cette dizaine d'années. Là, je sens que c'est pas comparable au truc du théâtre parce que le fait de pas en vouloir à un moment donné, j'étais vraiment dans une sincérité envers moi-même, je pense. C'était pas un truc travaillé parce qu'au fond j'en voulais un. C'est juste que j'ai été rattrapée par une envie viscérale qui est arrivée et qui n'était pas présente avant, quoi. Du coup, pour moi, ça parle beaucoup, en tout cas, cet exemple-là, il parle beaucoup euh, de cette notion de figement, quoi, et que finalement la vie est mouvement, et que si on danse pas avec cette vie, on va rester un peu bloqué dans des certitudes et quelquefois passer à côté de quelque chose et lutter contre des envies animales qui arrivent plus tard parce qu'on s'en limite à notre fontaine. Je ne boirai pas de ton eau, j'ai dit ça en 1992 et je dois rester sur cette position jusqu'à la fin de ma vie. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est ça. Voilà, le troisième exemple que je voulais vous donner qui a à voir avec, je pense, plutôt une question de jugement, euh, de la peur du regard des autres. Je pense qu'en fait, si on m'avait dit que dans ma vie, je ferais appel en tout cas, je m'intégrerais dans des recherches et d'un programme de connexion à soi par le vêtement, parce que c'est ce que j'ai fait, je pense que j'y aurais jamais cru, quoi, justement, à ces âges-là de 20-25 ans, où moi j'étais plutôt en mode, j'étais pas du tout dans le style, réfléchir à mes outfits, à voir comment j'étais habillée. Je m'habillais et puis voilà, quoi, j'aimais bien m'habiller, mais bon, je réfléchissais pas à grand-chose là-dessus. Et du coup, je pouvais aussi mettre à distance ça en mode, ouais, c'est superflu, quoi, pour moi. Mais j'avais pas un jugement virulent, mais c'était vraiment pas dans ma came, quoi. Et il se trouve que ça, c'est plus vieux, enfin, c'est plus récent. Je pense que ça fait 5 ans à peu près maintenant. Il y a 5 ans, j'ai suivi un stage de connexion à moi, de rencontre avec moi-même à travers le vêtement. C'est un enseignement qui s'appelle la méta, qui a été conçu par Flora Douville. Et c'est vrai que c'était un peu fou pour moi d'aller là-dedans, mais je sais pas, je sentais un appel et pourtant ça allait un peu à l'inverse de ce que je pouvais estimer, quoi. Où je me disais que c'était superflu. Là, je sentais qu'il y avait quelque chose de vachement fort et ça appelait mon âme. Et je me suis retrouvée dans ce stage-là. Et ce qui est fou, c'est que depuis que j'ai fait ce stage-là, quelquefois on peut se prendre la tête sur mais comment je m'habille, qu'est-ce que je mets, tout ça. Ça, c'est un truc depuis que j'ai fait ce stage-là, c'est un truc qui n'existe plus dans ma vie. Quand je vais faire des achats aussi, je suis hyper au clair sur ce que je veux acheter, comment, les couleurs. Je vois exactement ce qui me parle, ce qui me fait du bien, ce qui soutient mon énergie, ce qui me met en fait vraiment en accord avec qui je suis. Et voilà, et depuis que j'ai fait ces trucs-là aussi, j'ai des retours de gens comme ça quelquefois. Oh, bah dis donc, je sais pas, il y a un truc là, tu rayonnes et tout ça. Et je sais que c'est vraiment lié à,
à ce travail que j'ai fait sur comment le vêtement peut nourrir mon énergie, donc à travers plein de choses, hein, à travers le mouvement, le type de tissu du vêtement, à travers les couleurs et à travers la forme, la structure du vêtement. Donc ça, c'est un truc trop chouette et c'est un truc qui m'a permis aussi d'être au clair sur certaines limites, certains fantasmes qu'on peut avoir quand on voit un truc où du coup on se dit ah ben j'achèterais bien ça, puis en fait c'est parce qu'on a vu une image de quelqu'un d'autre avec ce truc-là, alors qu'au plus profond de nous, on sait très bien que ça nous va pas du tout, c'est pas notre morphologie, ça nous va pas et qu'on se fait une sorte de film d'envie qui n'a aucun sens. Du coup, ça, c'est encore un autre exemple de ce truc Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, même si, comme je vous le disais, j'étais pas dans un truc assez virulent envers les personnes qui pouvaient s'intéresser et qui pouvaient attacher de l'importance à l'apprêtement, aux coquetteries, etc. Mais c'est plutôt dans le sens, si on m'avait dit que je ferais ça 15 ans après, j'aurais dit, mais no way, quoi. Enfin, je veux dire, déjà, je veux pas dépenser du temps, de l'énergie et de l'argent pour faire un truc pareil, quoi. Ça n'avait absolument aucun sens pour moi. Donc, pour les trois choses, en tout cas, de ce premier axe, qui est vraiment l'axe du jugement de la chose et de la mise à distance, on voit vraiment que c'est cette question de tous tes mouvements et que finalement... c'est un peu cette question de il y a que tu sais, il y a cette phrase il y a que les imbéciles qui changent pas d'avis, ou je sais plus dans quel sens c'est, quoi. Mais en fait, moi je suis hyper hyper fière et hyper contente aujourd'hui de m'autoriser à changer d'avis, quoi, et de m'autoriser à le faire même si ça paraît complètement incohérent à qui que ce soit. C'est ça pour moi la danse de la vie et du vivant, c'est de s'autoriser à re-questionner à chaque instant ce qui est juste pour nous. Donc voilà pour la première forme. Je vais vous parler maintenant de la deuxième forme, de la deuxième façon dont ça s'est matérialisé dans ma vie. Donc la deuxième façon, c'est vraiment plutôt la façon de Fontaine, je ne boirai pas de ton eau parce que de toute façon, ce n'est pas pour moi. Pourquoi ? Parce que j'y arriverai pas. Parce que soit je suis pas légitime, soit parce que je suis trop nulle, soit parce que c'est pas pour moi, parce que c'est pas mon truc, je sais pas faire. Et toute cette espèce de truc qui est pas forcément un truc de flagellation et d'auto-jugement dénigrant, mais qui est un truc un peu presque installé de c'est pas pour moi, quoi. C'est pas mon truc. Pardon. Et donc là, pareil, j'ai plusieurs... Excusez-moi. La période un peu compliquée au niveau du nez. Et là, pareil, j'ai plusieurs exemples. Donc, parmi les exemples que j'ai notés, il y a des exemples liés plutôt à la santé et d'autres liés plutôt au projet. Donc l'exemple lié à la santé, c'est que je pense que là maintenant, 2014, oui c'est ça, donc 2014, ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans maintenant, ouais. Donc il y a 10 ans, j'étais en très grande difficulté physique avec mon genou. Mon genou, dès que en fait, je m'étais blessée à un sport où j'étais régulière. Je pratiquais régulièrement, donc j'ai fait une grosse pause pour me soigner, pour guérir mon genou. Et le truc, c'est qu'après, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, si je reviens directement dans le sport sans remuscler un peu les alentours de mon genou, je vais me reblesser à nouveau. Donc, comme une conne, je me suis mis dans une salle de sport en mode un peu bourrine avec un espèce de coach à la mort moelle-neu qui était complètement pourri et qui m'a fait enchaîner des exercices de manière hyper intense. Et du coup, comme j'avais fait une pause et que à l'époque mon corps était vraiment très musclé et que voilà,
bah, en fait, ça a déclenché un souci vraiment à mon genou, un peu profond, etc. Donc mon genou doublé, triplé de volume et j'arrivais à peine à marcher. Je marchais en boitant, je pouvais plus descendre des escaliers. Enfin, c'était vraiment une galère au quotidien. Ça a duré assez longtemps. Et voilà, j'ai été suivie par des kinés, par plein de choses. J'avais plein d'exercices à faire que je faisais de manière euh, ouais, j'étais pas hyper assidue, mais je les faisais quand même. Et ce qui m'était dit tout le temps, c'était ah bah ça, ce sera plus possible. Ça, ce type de sport ou ce type de machin. Enfin, en gros, toutes les pratiques physiques qui mobilisaient le genou, en gros, ça allait plus être possible pour moi. Mais c'était vraiment, ça m'a vraiment été transmis comme un peu en mode, excusez-moi, décidément, je me mouche. Ça m'a vraiment été transmis comme en mode certitude, quoi, à vie, c'est fini, quoi. C'est comme une sorte de diagnostic posé, c'est comme ça. Donc maintenant, vous allez faire de la piscine, vous allez faire du vélo à force zéro, d'appartement, parce qu'il ne faut pas en faire en montée, nanani, enfin bon, bref. Je vous passe les détails, mais c'est pour vous expliquer vraiment la situation au niveau médical, ce qui m'a été transmis. Et moi, je suis vraiment rentrée là-dedans. C'était une période en plus où j'allais pas très bien mentalement. Donc en fait, ouais, ça a été aussi une information, moi, qui a pu me plomber aussi mentalement, puisque j'étais quand même ultra sportive à l'époque. Et, euh, et, et en fait, j'ai nourri ça. C'est-à-dire que déjà, j'avais pas fait mes exercices de manière assidue. Et puis j'ai nourri cette idée que bah, je pourrais plus faire de ça, alors que c'était la pratique que j'aimais, et que comme un nanani, et que je me retrouvais à faire de la piscine, alors que j'ai horreur de la piscine. Et je nourrissais tout ce truc-là. Et ça s'est comme ça dilué pendant plusieurs années, euh, jusqu'à ce que, et à un moment donné, je me suis dit non, mais en fait, moi, je veux m'inscrire à tel truc, j'ai envie de faire tel stage, je vais le faire en fait. Et ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais petit à petit, j'ai recommencé à solliciter mon genou avec des pratiques physiques qui m'étaient soi-disant, enfin en tout cas qui m'étaient soi-disant, qui m'étaient déconseillées. Et j'observais, en fait, c'était une période où j'ai beaucoup travaillé de manière générale sur moi, sur l'écoute de mon corps, etc. Et j'ai vraiment, voilà, j'observais ce qui se passait. Donc, quelquefois, ben, quand c'était trop violent, ben, après, je morflais. Mais petit à petit, il y a quelque chose qui a commencé à se réguler, où j'ai ramené du. Ouais, je pense qu'en fait, peut-être c'est une période aussi où j'allais mieux mentalement, mais en gros, euh, c'est ça, donc 2014, donc 10 ans après, même un peu avant, ouais, 8-10 ans après, j'ai pu refaire des stages euh, qui était vraiment le truc qui m'était déconseillé à mort, quoi. Et je veux dire, au-delà des médecins, j'avais même des gens autour de moi qui m'avaient dit ah non, mais tu peux pas faire ça, c'est le truc qui mobilise les genoux, c'est impossible, tu vas te détruire. Et ben voilà, j'ai fait une semaine intensive d'une pratique avec des gars hyper bons qui nous ont sollicité. C'était vraiment un engagement physique hyper fort. Où effectivement, c'est une pratique qui sollicite beaucoup les genoux. J'étais là jusqu'au bout, j'ai tenu, j'ai senti mon genou à quelques fois qui était en difficulté, mais il y a un endroit où j'étais dans mon corps, quoi. Donc je voyais mes limites et j'ai fait le truc, quoi. Et puis du coup, je me suis réinscrit aussi à une pratique hebdomadaire ou qui sollicite vraiment le genou, de la danse à profusion. On est beaucoup sur les genoux, quoi. Donc c'est ce premier exemple de cette deuxième partie où en gros c'est plus pour moi, où j'y arriverai plus, où c'est fini. Là, ce que je voudrais partager, c'est que c'est vraiment, je crois qu'il y a un double truc, c'est que à quel moment on intègre comme vrai à 2000% une information qui nous est donnée par l'extérieur, et en plus par un extérieur qui est du coup une-
un extérieur forcément qu'on va respecter, puisque c'est des personnes qui, euh, sous le corps médical, qui ont quand même une spécialité pour nous parler de notre corps, qui les connaissent certainement mieux le fonctionnement que nous. Mais eux, ils vont connaître le fonctionnement des corps en général et comment nous, on arrive à se réapproprier ce qui nous est dit en faisant un travail d'écoute de notre corps et en ayant l'audace aussi, quelquefois, de remettre en cause des choses, euh, pas pour le remettre en cause simplement, mais parce qu'on sent que c'est lié à, à quelque chose qui nous ferait du bien et qu'on sent au plus profond de nous, on sent qu'il y a un petit côté possible dans nos limites à nous, mais qui peut être possible. Et voilà ce que je voulais partager sur ce premier point. Et encore une fois, j'aimerais juste rajouter que c'est vraiment pour moi dans la limite de ces sensations à soi et de possibilités. Et que c'est pas un truc. Moi, je suis pas en train de dire que on doit s'affranchir de tous les avis médicaux. En tout cas, moi, c'est pas ce qui me parle aujourd'hui. Mais par contre, c'est plutôt de se dire toujours n'importe quelle information qui m'arrive de l'extérieur, il faut le prendre comme une information. Et comment elle arrive chez moi, comment elle est juste chez moi, comment je danse avec cette information pour l'intégrer à 100%, à 80%, à faire un mix avec d'autres choses qui me parlent mieux, plutôt que de l'intégrer comme un coup de massue qui finalement renforce presque qui peut potentiellement renforcer une certitude et du coup figer cette chose chez nous. Et moi, ça a été le cas pour mon genou. Je pense que pendant plusieurs années, comme j'étais pas vraiment bien, voilà, je le voyais vraiment comme un truc, genre. Ah. Et moi, à mon échelle, c'est tellement petit, mais je veux dire, si on pense à d'autres gens qui sont incroyables et qui font des choses alors qu'ils sont censés pas le faire, quoi. Tu vois, des mecs comme Nadal ou qui, en fait, moi j'ai appris très récemment qu'apparemment il est blessé. Il a toujours eu une blessure, je sais plus où, mais qui est plutôt grave, quoi. Et en fait, ouais, je pense que pour lui, le fait de vouloir pratiquer le tennis et pratiquer le parcours qu'il a, bah, c'était plus important que cette chose-là. Il a réussi à danser pour se dire, bah, tiens, moi, je vais arriver à retrouver de l'espace dans mon corps pour honorer cette envie, cette pratique qui me fait tellement de bien par ailleurs et qui correspond à, ben, en tout cas, moi, j'allais dire, entre guillemets, à ma destinée, là, pour l'instant, sur Terre, quoi. Il y a des très beaux films aussi. Le film, par exemple, Encore, qui parle de cette notion-là, de comment finalement la force de l'envie permet de dépasser et de quelquefois d'avoir un effet, je ne sais pas comment on pourrait le qualifier, quoi, mais un effet de guérison ou de placebo sur des blessures physiques. Voilà le premier point dont je voulais parler de cette deuxième forme. Et la deuxième chose, donc là c'était plutôt autour de la santé, la deuxième chose ça va être autour des projets. Donc ça va être en mode Fontaine, je ne boirai pas de ton eau, mais presque plus en mode ouin-ouin, quoi. En mode, non pas forcément en mode ouin-ouin, mais en mode de toute façon c'est pas pour moi. Enfin c'est tellement loin de moi, j'ai tellement jamais fait ça, que même si j'en ai une petite once d'envie, je vais même pas penser à quel premier pas je pourrais faire pour le réaliser parce que parce qu'en fait en vrai je sais pas du tout faire, quoi. C'est pas du tout mon truc, j'ai jamais fait, donc je sais même pas par quelle boule prendre, voilà. Donc ça, c'est si je dois le décliner dans ma vie par exemple comme exemple, euh, ça a été ça va être autour de projets. Donc là, je pourrais dire par exemple enregistrer un morceau en studio. Moi, a priori, c'était pas du tout mon, mon truc. Euh, et, euh, et je pense qu'en fait, ça fait très longtemps que j'avais ce truc un peu
dans mon bidou qui traînait quelque part, qui était là, j'ai les textes qui étaient écrits, après j'ai pu en jouer sur scène et tout ça, mais le truc d'avoir quand même une forme finie, enregistrée, qui soit figée, écoutable, du coup en enregistrant un morceau, ça c'était vraiment le truc où no way quoi, moi c'est pas pour moi je suis autodidacte, moi je fais mes trucs comme ça, là je fais mes petits spectacles et puis ça va bien, mais c'est pas pour moi d'aller figer une forme et d'enregistrer quoi. Vraiment d'enregistrer qu'après ce soit écoutable. Et, et en fait là, bah, c'est pareil, ça a pris vraiment beaucoup de temps, mais au final j'ai cheminé et petit à petit j'ai enlevé ces couches quoi, qui me séparaient de, de ce que je pouvais faire de cette envie. J'ai enlevé toutes les couches qui vont souvent, là, pour le coup, plutôt être un peu dans la sphère de mais qu'est-ce que les gens vont dire? Donc là, on est vraiment plutôt dans les qu'en dira-t-on, le regard des autres. Et un truc assez vraiment présent, je pense qu'il peut se rattacher à plein de projets en général, hein, bah, pas forcément uniquement le projet d'enregistrer un morceau, mais c'est vraiment la peur du ridicule. Comme en fait on débarque et qu'on ne sait pas faire quelque chose, il y a vraiment cette quasiment paralysie de la peur du ridicule et de dire non mais en fait je je peux pas commencer un truc que je sais pas faire. Et et donc pour moi c'est vraiment en tout cas, quand on a ce même type de sensation que moi j'ai pu avoir, pour moi, en tout cas, c'est vraiment par des pas petit à petit, par euh, remettre un petit peu de la confiance, trouver des personnes avec qui on se sent bien pour pouvoir faire les choses. Moi, c'est un peu ce qui s'est passé, c'est-à-dire que on m'avait donné des contacts de lieux qui étaient vraiment super, mais où les gens étaient certainement avaient un peu l'habitude de toujours travailler avec des pros et d'enchaîner. Et du coup, moi, c'est vrai qu'au milieu de ce studio-là, je pense que je me serais trouvée un peu comme une sorte de d'ovni et à être un peu gênée parce que humainement, bah, j'avais vraiment tout à apprendre et du coup, ça aurait été un peu décalé, quoi. J'exagère le trait, mais c'est comme si j'allais enregistrer dans le studio, je sais pas quoi, dans le studio où enregistrer les Beatles, alors que c'est mon premier morceau, que je sais pas comment on fait. Enfin bon, voilà. Du coup, en cours de route, ben, j'ai abandonné ça et j'ai rencontré voilà, des personnes qui humainement ont complètement compris où j'en étais, avaient besoin, avaient la possibilité vraiment de m'aider avec des prestations adaptées à ce que je recherchais, qui était vraiment une sorte de mise en confiance de «Ah, comment on fait? Je sais pas!» Et ça, je trouve que c'est les personnes, en fait, en tout cas, parce qu'on peut se dire oui, mais comment on rencontre ces personnes pour n'importe quel projet que ce soit. J'ai l'impression que petit à petit, quand on a cheminé avec l'idée que oui, on arrête de se dire Fontaine, non, je ne boirai pas de ton eau, mais tiens, là, je vais y aller. Je vais y aller parce que ça. Stop, quoi. Ça fait trop longtemps que c'est dans mes tripes et j'ai trop envie d'y aller, donc j'y vais. Et qu'on arrive à dépasser petit à petit, par étapes, cette peur du ridicule et cette peur du regard des autres, eh bien, au final, il y a des opportunités qui se présentent. Parce que c'est comme si on envoie cette information on est ouvert, quoi, maintenant, à rencontrer les gens qui vont nous aider à développer ce projet. Donc voilà, je ne sais pas si ça vous parle, vous, dites-moi, dans des projets que vous avez, où vous avez vraiment mis à distance en vous disant non, no way, c'est pas pour moi, et qu'au final, vous l'avez quand même fait. Pour moi, là, il y a vraiment un truc aussi qui parle de l'estime de soi, quoi, et en quoi on arrive à, à redonner de la force et de la puissance à nos petites voix qui sont logées dans nos intérieurs, au fin fond, quelquefois de notre périnée,
qui sont logés au fin fond de notre... ouais, ça va être dans le périnée, ça va être des envies qui partent là de très loin, qui sont là depuis longtemps et qu'on castre pour des raisons inadaptées quand on se rappelle que notre temps ici est vraiment limité et qu'en fait on est vraiment là pour expérimenter, on est là pour essayer des choses, pour se sentir bien. Est-ce que cette chose-là, ça va me faire du bien? Bah tiens, je l'essaye. Et voilà. Donc voilà ce que j'avais envie de vous transmettre, enfin transmettre, en tout cas partager aujourd'hui. Si je dois résumer, je dirais que pour moi, ça revient à quelque chose qui est pour moi une des valeurs et une des essences, une de l'essence même de la colosphère. C'est que tout est mouvement en fait. Tout est mouvement et même si c'est ultra galvaudé, que vous l'avez déjà entendu 15 000 fois, je le redis ici, le seul truc qui est vraiment sûr et figé, c'est l'impermanence des choses, quoi. C'est justement le fait que tout est impermanent. Et, et cette impermanence-là, c'est la nature même du vivant. Et du coup, comment on peut l'honorer en essayant de défiger plein de choses. Il y a plein de choses à défiger. Défiger nos pensées, défiger notre corps, défiger nos habitudes, défiger, voilà. Défiger nos avis, nos opinions. Comment on redonne de l'espace pour s'ouvrir à d'autres façons de faire que les nôtres et à honorer des envies qu'on a qui peuvent être à l'encontre de ce qu'on faisait pour l'instant jusqu'ici. En conclusion, tout est mouvement, tout s'apprend, tout change. Et si on s'ouvre à ça, je crois qu'on s'ouvre à qui on est vraiment. Donc c'est ce que je vous souhaite profondément. Et comme d'habitude, je vous propose un petit endroit où vous pouvez prolonger le podcast à travers des questions que je vous pose et que vous pouvez répondre dans votre intimité sur un carnet. Ou voilà, vous pouvez prendre le temps d'explorer un peu ce que dit votre intérieur sur ces sujets-là. Vous trouverez ces ressources-là. Donc c'est un petit document PDF. En cliquant sous le lien, dans la description du podcast, sur un lien qui s'appelle Ressources Podcast. J'ai hâte de vous retrouver la semaine prochaine. Je vous souhaite une bonne semaine. À bientôt.